Bon, bonjour. Donc, à Montpellier, je suis enseignant-chercheur à l'université Paul Valéry. Je suis responsable d'une nouvelle licence qui s'est créée il y a 3 ans et qui accueille des jeunes qui sortent du lycée. Donc, ils peuvent réfléchir aux problématiques éducatives dès la première année. Ils ont un tronc commun en sciences de l'éducation sur la L1, la L2, la L3, et puis la plupart d'entre eux, ensuite, ils se destinent vers le métier de prof d'école ou celui de CPE. Voilà, donc ils ont une petite expérience derrière. Avant d'être enseignant-chercheur, j'ai été prof d'école dans les quartiers de la Bayade. Alors il ne s'appelle plus comme ça, on a changé le nom pour faire croire que c'était moins paupérisé. Il s'appelle Mosson maintenant, mais c'est la même population, c'est le même quartier. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a pu, notamment avec François Muller, développer une expérimentation sur presque une dizaine d'années de classes uniques en zone d'éducation prioritaire. Donc c'est à travers cette expérience-là que je me suis principalement formé à ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc le principe, c'est d'essayer de voir quelles sont les valeurs qui se cachent derrière la notion de coopération. On va se centrer plus particulièrement derrière la notion de coopération entre élèves. La conception qu'on développe à plusieurs en Europe, c'est de concevoir l'organisation de cette coopération entre enfants ou entre adolescents comme étant au service du rapport au savoir, et plus particulièrement pour ce qu'on appelle maintenant la prise en compte de la diversité des élèves. Donc l'enjeu n'est pas d'organiser cette coopération pour faire en sorte que les classes soient pacifiées, mais bien pour répondre de manière très pratique à cette douloureuse question qui est la gestion de l'hétérogénéité dans les classes, histoire de bien distinguer deux notions qui sont progrès et réussite, excellence et élitisme. Le plus simple pour donner une idée un peu de ce à quoi correspond cette organisation-là, ou ces organisations-là, c'est de donner la parole à des élèves. Alors ce matin dans le train, j'ai eu le temps de reprendre des verbatims et puis de prendre des extraits d'entretien avec des élèves. Alors tenez-vous bien parce que l'enseignante de 2 de ces élèves est présente dans la salle. Et puis un autre enseignant du collège Ponce aussi sont ici. Ça dure 3 minutes. Hein. Donc on va écouter ces 3 enfants. Tu peux me dire ce que ça veut dire s'entraider ou comment ça se passe vraiment, pratiquement? On s'aide avec un tétraède, on met ça sur le tableau, on dit moi je travaille avec telle et telle personne, tout le temps. À part aux évaluations. C'est pour avancer, pour voir si on a compris, si on sait faire des choses. On s'aide. Et après, si peut-être elle n'arrive pas à quelque chose, moi aussi je vais l'aider. Mais pas lui donner directement la réponse. Je vais avec lui et je lui donne un peu d'indices. Et après, il trouve, oui, je lui dis c'est bon. Mais je comprends pas. Si tu peux te faire aider, il peut le faire à ta place. Non. C'est comme si moi je vous disais j'ai un exercice, vous pouvez me le faire s'il vous plaît. Eh ben oui, moi je te dis d'accord, t'es mon copain, je te le fais. Non, ça marche pas comme ça. Sinon, dans ce cas-là, il travaille pas l'autre. S'il vient pour que son collègue il fait le travail, ça sert à rien, il apprend rien. Ouais, mais le but du jeu, c'est que l'exercice soit juste. Pas que. Apprendre des choses et bien faire les choses. Voilà. Quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, je comprends, quand tu travailles avec quelqu'un sur un même exercice, en fait, la facilité, c'est de le laisser faire. Après, on sait bien que la personne qui va nous aider, elle n'est pas toujours pour nous donner les réponses à notre travail. Et elle est là pourquoi alors? Pour expliquer ce qu'on doit faire. D'accord. Mais ce serait plus simple qu'elle te donne la réponse, ou qu'elle fasse l'exercice à ta place. Ah oui, ça c'est sûr, mais ça, on ne peut pas le faire. Sinon, ce ne serait pas de l'aide, ce serait donner la réponse. Et qu'est-ce que ça ne va pas aider. Pourquoi ça ne va pas aider? Si on a la réponse tout le temps, on ne peut pas faire des erreurs. Si on ne fait pas des erreurs, on ne peut pas apprendre. Ça m'est arrivé plein de fois.
Voilà, et à chaque fois que je me trompe, je corrige mes erreurs et j'apprends quelque chose. Ça t'arrive, toi, d'aider quelqu'un? Pas mal de fois. On me demande de l'aide et je sais pas, je refuse jamais. Ouais. Pourquoi tu refuses pas? Parce que tu as ton travail à faire quand même. Oui, mais quand j'aide quelqu'un, je me sens mieux. Je sens que j'ai fait quelque chose de bien. De bien pour toi ou pour les autres? Pour Donc les là, j'ai fait exprès de choisir des extraits qui sont hétéroclites, parce que derrière la notion de coopération se cachent des réalités tout à fait différentes. Et nos travaux de recherche au niveau des concepts nous ont amené à opérationnaliser cette notion de coopération et à la décliner entre 4 manifestations différentes dont on a eu quelques échos là à l'instant. Alors, la plus courante, c'est ce qu'on appelle l'aide. Alors, une situation d'aide, c'est une situation où un élève qui se reconnaît compétent accepte de répondre à une question qui lui est posée par un ou une de ses camarades. La plupart du temps, lorsqu'on va dans des classes, on observe des situations d'aide. Et même quand c'est interdit, de toute façon, les enfants ou les ados le font, ça s'appelle de la triche, mais c'est de l'aide. La précaution que l'on a observée autour de l'organisation de l'aide dans les classes où il y a de la coopération, c'est que l'aide ne soit pas à l'initiative de l'enseignant ou de celui qui l'apporte, mais qu'elle soit systématiquement à l'initiative de celui qui en ressent le besoin. Sinon, on prend un risque majeur en pédagogie, qui serait de voir celui qui reçoit l'aide recevoir en même temps une bonne décharge qui tend à dégrader son sentiment de compétence. Parce que la plupart du temps, ces situations d'aide se passent au sein de la classe, pendant des temps ordinaires, devant tout le monde, et si cette aide est organisée de telle manière qu'elle est imposée à celui qui en ressentirait le besoin, pour le coup, on prend un risque majeur au niveau psychologique. Une autre déclinaison dont Marouane a parlé, c'est l'entraide. Alors, l'entraide, ça se distingue de l'aide mutuelle. L'aide mutuelle, c'est une sorte d'esprit coopératif. Je t'aide, tu m'aides. On est d'accord pour être à peu près dans la même situation. L'entraide, ça part d'un adage qui est l'union fait la force. Alors, ça se manifeste comment dans les classes? Des enfants qui, individuellement, essayent de résoudre une situation, de résoudre un problème, mais n'y arrivent pas. Et donc, parce qu'ils y sont autorisés, ils utilisent comme stratégie le fait de s'associer pour voir si, en unissant les talents, ils ne vont pas devenir plus forts pour dépasser le problème qu'ils rencontrent. Donc les situations d'entraide s'avèrent extrêmement performantes. Il y a quand même une réserve qu'on a pu identifier, c'est le fait que certains élèves se cachent derrière les performances de camarades. Une troisième déclinaison, c'est le travail de groupe. Alors là, les extraits que j'ai choisis n'en témoignent pas. La différence entre de l'entraide et du travail de groupe, c'est que le travail de groupe est à l'initiative de l'enseignant. Et s'il est à l'initiative de l'enseignant, c'est bien pour des raisons didactiques. Et en particulier pour organiser le traitement des situations problèmes dans les séquences d'enseignement. Donc ensuite, il y a en France, on a un patrimoine pédagogique assez conséquent sur le travail de groupe qui nous fait dire qu'il ne suffit pas d'improviser la mise en îlot des élèves pour que les groupes soient efficaces d'un point de vue pédagogique. Et puis la dernière déclinaison, dont la petite Alexia a un peu parlé, c'est ce qu'on appelle les relations tutorielles. Une relation de tutorat se définit comme une situation où un élève reconnu compétent dans le champ de l'explication accepte de répondre à une question d'un ou une de ses camarades jusqu'à ce que la question trouve une réponse du point de vue de celui qui l'a demandé. Voilà. Donc on arrive à un ensemble un peu plus large, qu'on appelle donc pratique de coopération entre élèves, qui se déclinerait par 4 formats: l'aide, l'entraide, le travail de groupe et le tutorat. Ce qui se cache derrière, ce sont des leviers pédagogiques pour les enseignants. Alors ces leviers pédagogiques, on a pu les formaliser au nombre de 3.
Le premier, alors ça semble un peu incongru, mais c'est ce qu'on a appelé l'ubiquité. Le fait d'organiser de la coopération entre élèves dans les classes donne la possibilité à l'enseignant de ne plus être la seule personne ressource dans la classe pour répondre aux besoins des élèves. Alors cette ubiquité, elle se manifeste par le fait que les talents et les réussites des élèves sont médiatisés, sont valorisés de telle manière qu'elles puissent entretenir la structure coopérative de la classe. Donc là, on s'appuie sur une Parisienne célèbre en la personne de Claire Hébert-Suffren sur les réseaux d'échange de savoir. Donc la classe devient un réseau d'échange de savoir. Le deuxième levier pédagogique, c'est la dévolution, qui est un terme didactique introduit par Guy Brousson en 1998, et que je définis un peu de cette façon-là. La dévolution serait un phénomène par lequel le problème qui initialement est apporté par un élève, mais la plupart du temps un enseignant, devient le problème de l'élève qui doit le réaliser. Et donc dans les classes où la coopération est organisée, ces phénomènes de dévolution sont beaucoup plus forts dans le sens où le travail sur la consigne et l'appropriation des problèmes qui sont apportés peuvent se faire aussi par l'intermédiaire de pairs, PAIRS. Et puis le troisième levier, gros levier pédagogique, c'est l'augmentation du temps d'exposition aux apprentissages. Donc là, c'est en référence aux travaux de mes collègues de l'équipe ESCOL. On s'aperçoit que puisque l'enseignant n'est plus la seule personne ressource, puisque les élèves ne sont plus condamnés à devoir comprendre les consignes du premier coup, la conséquence de ça, c'est une lutte farouche contre l'ennui scolaire, ou tout du moins l'inactivité intellectuelle. Et donc dans les classes où il y a de la coopération, les élèves ne passent pas sur une amplitude de 5 heures de travail, 5 heures à travailler, bien évidemment pas, mais ils passent bien plus de temps que dans des classes qu'on a pu observer où la structure coopérative n'a pas été densifiée. Tout ce que vous avez pu entendre dans les propos des enfants là, qui ont été interrogés s'appuie sur un certain nombre de précautions. Parce que, on peut le dire de manière assez triviale, il vaut mieux une classe où il n'y a pas de coopération qu'une classe où il y a de la coopération non préparée. On a pu s'apercevoir tant pour l'enseignant que pour le degré de satisfaction et de bien-être des élèves, qu'une classe où la coopération n'était pas ficelée de manière extrêmement rigoureuse suscitait un contexte et un environnement extrêmement anxiogènes. Donc quelles seraient ces précautions qu'on est arrivé à indiquer? Alors je passe très vite, hein. Il me reste 5 minutes. La première des précautions, c'est la formation des élèves. En fait, tout ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est authentique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des propos qui sont récités par les élèves. Et en même temps, c'est profondément authentique, mais ce n'est pas du tout naturel. Dans le sens où ce n'est pas arrivé dans leur tête en fonction de l'organisation ordinaire de la coopération dans la classe. C'est le fruit d'interventions formelles de la part des adultes. Alors quand on dit adultes, c'est les profs d'école dans les écoles primaires, et puis dans les collèges et lycées, ça arrive souvent que ce soit des collectifs d'enseignants et de personnel de vie scolaire qui interviennent dans les classes, souvent sur les temps d'heures de vie de classe, pour former les élèves à la coopération. Alors, il s'agit bien d'une formation des élèves à la coopération et pas seulement au tutorat, puisque si on veut réellement que les organisations coopératives puissent avoir cette visée de s'adresser à tous les élèves, on est obligé d'en passer par le fait d'autoriser chaque élève à accéder au statut de tuteur. Puisque, c'est des choses qui circulent un peu dans les sphères pédagogiques, mais en termes d'activité intellectuelle, les élèves qui apprennent le plus, ce sont les tuteurs. Et donc si on ne confie que les fonctions de tuteur qu'aux élèves experts de la classe, ceux qui ont réussi les évaluations, pour les occuper, souvent on me dit, la conséquence c'est que ce ne sont que les meilleurs élèves de la classe qui progressent, au détriment de tous les autres qui n'ont pas la possibilité de bénéficier de tous les atouts de la coopération. Donc cette formation se passe la plupart du temps sur un temps court, hein, une paire d'heures généralement suffit aux enseignants, et ensuite ouvre un certain nombre de libertés.
ces libertés sont endiguées par des règles de travail extrêmement rigoureuses. Alors des règles de travail, on a identifié une matrice assez stable. Peut-être que la moins évidente, c'est l'interdit de moquerie. Parce que c'est par l'intermédiaire de cet interdit de moquerie que les élèves vont se sentir autorisés à essayer et donc à prendre le risque de se tromper. Et dans les classes où il y a des railleries, où il y a voire même des sourires de la part de l'enseignant face à une phrase d'élève qui correspond à une volonté de répondre à la question, et puis il tombe malencontreusement à côté de ce qui était attendu, la conséquence, c'est que la prochaine fois, on apprend qu'on se taira. Et malheureusement, en tant qu'enseignant à l'université, je me bats pendant, pour certains, plusieurs années pour redonner confiance aux étudiants qui ont appris pendant tout ou partie de leur scolarité qu'il vaut mieux se taire plutôt que d'essayer. Donc ces règles de travail concernent l'interdit de moquerie, ça concerne aussi l'entretien du calme. Alors, pas du silence, parce que les élèves français ne sont pas télépathiques, mais le calme, c'est-à-dire que la classe soit assimilée, moi je prends souvent cette image-là, à un climat de salle de bibliothèque municipale. C'est-à-dire on voit qu'il y a du monde, on entend qu'il y a de l'agitation, mais ce n'est pas suffisamment élevé en termes de volume sonore pour déranger les concentrations individuelles. Et donc c'est extrêmement difficile de capter le son dans les classes où ces formes de coopération sont introduites, parce que les élèves sont habitués au murmure ou au chuchotement. Il n'y a pas d'autres alternatives. Ce qui pose le plus de problèmes sur ça aux enseignants, ce n'est pas de le faire vivre aux élèves, c'est d'arriver à s'auto-contraindre soi-même, de ne pas utiliser de bonnes vieilles habitudes, de parler aux élèves à travers la classe à voix haute. Et puis la dernière précaution, c'est d'entretenir des liens d'amitié entre les élèves dans la classe, de faire en sorte que ce qui se passe en termes de rapport au savoir, individuellement, puisse être au service d'une sorte de sincérité et d'authenticité dans la relation à l'autre. Donc cette dernière précaution, alors c'est pas rien de dire ça, je vais vite, mais ça veut dire que derrière se cache l'introduction d'instruments de prévention des conflits autonomes et non violentes. Parce que bien évidemment que dans les classes où les élèves sont autorisés à coopérer, statistiquement, le risque de conflit interindividuel est plus fort que dans les classes où il y a moins de coopération. Donc on est un peu obligé de s'emparer de cette réalité-là et de densifier ces situations en outillant les élèves de ce matériau de communication non violente. Au niveau des valeurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on gratte un peu, on retrouve les valeurs de l'école républicaine qui se cachent derrière l'organisation de la coopération. Et c'est peut-être une des raisons qui fait que dans les prescriptions actuelles, les nouvelles, le dernier socle commun et puis les derniers programmes, il est fait question de manière très claire, très explicite à l'organisation de la coopération dans les classes. La première famille de valeurs, est liée à cette histoire de liberté. Les élèves disposent d'un certain nombre de libertés. Alors quelles sont-elles ? La liberté de parler, la liberté de se déplacer, la liberté de choisir une partie de son travail, la liberté de choisir les modalités de son travail, et en particulier les personnes avec qui on va effectuer ce travail-là. Et donc, de l'exercice de ces libertés, naissent des compétences en matière d'autonomie. L'autonomie, je reprends la définition d'Héloïse Durler, qui est de dire que ça serait le gouvernement de soi-même. Un élève devient autonome lorsqu'il est capable de s'auto-contraindre pour rentrer dans un exercice libre de ce qui lui est ouvert dans la classe. La deuxième grande valeur qui est travaillée, elle naît de cette histoire que les relations coopératives, étant profondément authentiques, jouissent d'un potentiel d'utilité très fort. On ne va pas voir l'autre parce que c'est un exercice, ou parce que c'est demandé pour valider tel ou tel truc. On va voir l'autre parce que soit il m'a demandé de l'aide, et je peux, comme l'a dit la petite Zaineb, je peux me faire plaisir en lui faisant plaisir, ou je peux aller avoir d'autres parce que tout seul, je n'y arrive pas.
et je ne suis pas condamné à rester bloqué devant la situation qui est devant moi. Donc de cette utilité de la rencontre coopérative avec l'autre naissent toutes les compétences relatives à la responsabilité. La responsabilité, on l'a définie comme étant cette capacité à concevoir l'autre dans toute son altérité, comme étant au moins aussi digne que moi d'exister. L'autre, dans sa différence, est aussi au moins important que moi. Et là, on voit qu'on a une valeur républicaine profonde, parce qu'avec la réalité sociale qui est la nôtre, on voit bien que c'est peut-être en dernier lieu l'école. Quand je dis école, c'est la scolarisation dans son ensemble qui est en mesure de pouvoir transmettre ces valeurs autour de la responsabilité. Et on en a besoin, et c'est possible qu'on en ait de plus en plus besoin. Et puis la dernière valeur que je voulais vous présenter, c'est celle qui tourne autour bien évidemment de la fraternité. En autorisant les élèves à coopérer, on leur donne la possibilité de faire des gestes altruistes, de faire des gestes tels que René Lafitte les appelait, c'était des gestes de mitoyenneté. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau de la citoyenneté à Paris ou très loin. On ne fait pas des gestes pour ceux qui sont loin et qu'on rencontre dans les livres ou les revues. On fait des gestes parce que c'est à notre mesure, mais pour nos voisins, pour nos copains. Et ça devient intéressant de développer ces formes-là de fraternité parce que ça permet de développer des compétences altruistes, pas par des discours, mais par de l'expérience. J'en termine par cette citation de quelqu'un qui vient de nous quitter. Alors je vous la lis. « La nature me pousse peut-être à être meilleur que l'autre. J'aimerais qu'elle me pousse à être meilleur que moi, ce qui est bien plus difficile. » C'est-à-dire, le but d'une classe où il y a de la coopération, c'est pas de faire émerger des champions. C'est de faire en sorte qu'en fin d'année, tous les élèves soient un peu plus grands qu'au moment où ils y sont rentrés. Ou tout du moins qu'il n'y en ait aucun qui se sente plus petit ou dégradé. Et puis je termine par une toute dernière, et j'écouterai vos réactions. Il vaut mieux être solidaire que solitaire. Merci beaucoup. Merci.